On va plus loin à présent dans l'essentiel avec un programme un peu particulier ce soir puisqu'à l'issue de cette émission, nous retransmettrons en direct l'entretien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite ici en France, accorde à nos confrères du service public France 2. Nous en dirons deux mots d'abord avec vous, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui titre en une sur le Women Power sur le continent africain. Merci d'être avec nous, Ziad. Merci. Face à vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonsoir Raphaël, bonsoir Ziad. On n'est pas sur le Women Power ce soir, mais... En tout cas, avant de parler d'Ukraine, nous évoquerons les nouvelles révélations dans l'affaire dite désormais du Signalgate, les plans des frappes américaines contre les rebelles yéménites, les Houthis, divulgués par le journal The Atlantic comme preuve de l'énorme bourde de sécurité commise par l'équipe de Donald Trump en charge de la sécurité nationale. Et puis J.D. Vance, lui, sera au Groenland, ce sera vendredi, visite inattendue sur fond de menaces persistantes d'annexion par Donald Trump de son voisin groenlandais. C'est tout de suite, on va plus loin. L'administration Trump avait cru bon s'en prendre à eux pour couvrir un contre-feu et non pas un cessez-le-feu. Les journalistes de la rédaction de The Atlantic ont réagi ce mercredi en rendant publics les fameux plans des frappes contre les Houthis. Voilà 15 jours, des documents ultra sensibles et confidentiels auxquels le rédacteur en chef du magazine américain a eu accès en ayant été ajouté par erreur à un groupe sur la messagerie Signal, incluant les plus hauts responsables de la sécurité au sein du gouvernement américain dans les heures qui avaient précédé ces frappes. Florent Rodeau. Sous la pression de l'administration Trump, The Atlantic a décidé de publier les messages reçus par son journaliste sur Signal et ces messages du secrétaire à la Défense. Les voici. On y découvre tout d'abord un séquençage précis, heure par heure, de l'assassinat planifié d'un militant houthi au Yémen. Un peu plus bas, d'autres détails concernant des frappes américaines dans le pays sont donnés. Également divulguée, la conversation entre le vice-président J.D. Vance et plusieurs hauts responsables américains, où flotte une rare impression d'amateurisme. Auditionnée par des élus du Congrès, la directrice des renseignements américains reconnaît une erreur. Selon elle, le journaliste n'aurait pas dû être ajouté dans le groupe. Elle réfute en revanche toute fuite de données classifiées. Aucune source, méthode, lieu ou plan de guerre n'a été communiqué. Il s'agissait d'une mise à jour standard du cabinet de sécurité nationale, fournie en même temps que les mises à jour données aux partenaires étrangers dans la région. Ce mea culpa en demi-teinte n'a pas satisfait le démocrate à la tête de cette commission parlementaire, inquiet que des informations aussi cruciales aient pu être interceptées par Pékin ou Moscou. Déterminée à rejeter la faute sur le magazine, l'administration américaine n'a pas tardé à contre-attaquer. Donald Trump évoque un simple pépin émanant d'un journaliste tordu, quand son vice-président J.D. Vance accuse The Atlantic d'avoir survendu ces informations. Voilà, et dernière réaction en date, celle de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Le président Donald Trump continue d'avoir confiance en son équipe de sécurité nationale. Ziad Limam, ils vont pouvoir tenir face à ce qui est en train de devenir une véritable tempête médiatique. Oui, alors vous avez dit le mot, c'est une tempête médiatique dans un pays où quand même on est dans une espèce de déferlante de Trumpisme, de multiples mesures, de lutte immigration, de lutte contre les intellectuels, contre la science. Donc c'est un élément dans cette espèce de story incroyable qui se déroule devant nous. Je ne sais pas trop si le public américain, qui quand même, encore une fois, est un élément important de l'équation, est-ce que ce public américain est bien conscient de l'absolue dinguerie de cette histoire ? Parce que Signal, vous et moi, on l'a. Hein. Il suffit qu'on soit nous aussi mal orientés pour se retrouver sur un compte comme ça et à discuter. Donc il y a une part de... Je pense que dans la réaction qu'il y a, d'abord les démocrates ont un petit bout de quelque chose à manger, donc là ils y vont au Parlement, au Sénat. Ils n'ont pas les plus mauvais en plus au Sénat.
pour mettre sur le grill Voilà, les donc responsables de la sécurité. ils y vont alors qu'on les accuse frontalement de ne rien dire depuis des semaines sur le démantèlement de l'État fédéral, de la démocratie américaine. Donc, bon, OK, ils s'accrochent à ce signal-là qui est effectivement assez incroyable. Et je pense que du côté de Trump et de sa machine, il y a à la fois de l'incompétence, mais il y a aussi de l'hubris. C'est-à-dire, on est tellement fort qu'on en arrive à prendre son téléphone portable pour discuter d'un truc qu'on va faire sur les outils. Mais c'est spectaculaire. C'est-à-dire que même des amateurs ne le feraient pas. Donc, il y a de l'hubris, il y a une espèce de non-contrôle de la force. Et voilà. Donc, tout ça est très peu rassurant, y compris pour les partenaires stratégiques de l'Amérique. C'est-à-dire, si ce genre d'informations circule de manière assez libre, tous les gens qui sont en affaires de sécurité avec les États-Unis peuvent s'inquiéter de la sauvegarde des données. Cette imprudence, elle est le signe d'un pouvoir qui se croit tout permis, comme le dit Ziad Limam, Antoine Mariotti. Oui, je suis assez d'accord parce que, évidemment, qu'en effet, on a tous Signal. Hier, j'ai échangé sur Signal avec un haut responsable d'ailleurs de l'administration de Trump. On l'a tous, mais pour ce genre de choses, pour des journalistes, pour des conversations qui ne vont pas être comme un simple texto, en tout cas plus difficilement interceptables. Pour autant, jamais, au grand jamais, un État ne peut divulguer des opérations militaires avec les heures précises des frappes, quels avions vont être frappés, parce que quand on sait quels avions, on peut savoir aussi à peu près parfois où est-ce qu'ils sont positionnés dans la région. Donc ça donne aussi des indications de lieu, etc., etc. Et ça, c'est un peu impensable. Donc aux États-Unis, où c'est très, très encadré, où il y a un nombre de réunions, alors sous Obama, ça atteignait des sommets, sous Trump, c'est le sommet inverse. Mais vous avez une réunion dans une salle, la Situation Room, dans le sous-sol de la Maison-Blanche, qui est très sécurisée, etc. Sinon, vous avez ce qu'on appelle des SCIF, des compartiments chez vous, très, très sécurisés aussi. Vous pouvez échanger, mais vous n'échangez jamais ailleurs que dans ce cadre-là. Cette bulle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir Donald Trump qui essaye de balayer ça d'un revers de main en disant oui, mais c'est une application très sécurisée, c'est autorisé, etc. Le propre patron de la NSA, donc le patron du service de renseignement qui est chargé justement de tout ce qui est écoute téléphonique, tout ça, a dit que quand même, il y avait un risque avec Signal. Et le patron du renseignement militaire américain, donc la DIA, a dit d'ailleurs, et a confirmé qu'il y avait un risque avec Signal, que ce n'était pas complètement imperméable, et qu'il avait même mis en garde récemment ses équipes sur l'utilisation de Signal. Donc ça contredit quand même directement la position aujourd'hui de la Maison-Blanche et de Donald Trump qui nous disent que non, après tout, c'est rien du tout. On entend Tulsi Gabbard qui, si les faits sont avérés, si ces documents ont effectivement été montrés, a tout simplement menti sous serment hier devant les sénateurs. Ils l'ont cherché, cette riposte de The Atlantic, Ziad Limam, les dirigeants trumpistes, en assurant contre toute évidence que les informations échangées via cette messagerie n'étaient pas protégées par le secret défense, et alors qu'au moins l'un des membres du groupe, alors on ne sait s'il était présent ou pas au moment de la discussion, mais l'envoyé Steve Witkoff était à Moscou au moment de la discussion. Alors, ça pose une troisième question. C'est un peu tôt de donner des réponses définitives, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de management de la machine américaine en ce moment ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un patron dans la maison, ou est-ce qu'il y a trop de patrons dans la maison, ou est-ce qu'il y a trop de gens qui s'autorisent à faire des choses dans un système quand même présidentiel ? Donc normalement, c'est très centralisé. Normalement, les services de la Maison-Blanche encadre ce genre d'opération, ça remonte, c'est vertical, il n'y a pas de discussion, il y a le Congrès de l'autre côté qui contrôle et vote les lois, mais dans ce genre d'opération, normalement, c'est totalement verrouillé. Et finalement, quand même, on a un président des États-Unis qui suit son agenda à lui, qui fait pratiquement une conférence de presse par jour. Enfin, le temps que ça lui prend, un podcast par jour, une conférence de presse par jour. Plus tous les messages sur sa messagerie. Est assez vite, d'ailleurs, on a un vice-président dont on va parler dans 5 minutes qui a des libertés politiques comme on a rarement vu aux États-Unis. Normalement, le vice-président, on l'entend peu, on l'entend pas, il est pas à l'avant-garde. On reprochait à Kamala Harris de pas exister parce que c'est le rôle du président de ne pas trop exister. Donc, on a un vice-président qui dit ce qu'il veut, qui est sur la messagerie et qui commande des décisions du secrétaire d'État à la Défense. Donc, là aussi, on a quand même quelque chose d'assez spectaculaire. On a un Elon Musk en roue libre qui fait ce qu'il veut dans l'administration fédérale. Il y a un moment, on se dit, est-ce que dans cette espèce de forcing, de cette espèce de révolution trumpienne, est-ce qu'il y a un taulier dans la baraque ? Et c'est très inquiétant ça aussi, parce que
moi, je serais Donald Trump. Bon, il n'a pas d'autre choix que de balayer publiquement de la main, mais moi, je suis président des États-Unis, j'ai cette espèce de bazar sous mes yeux, j'ai des types qui parlent sur des messageries qui ne sont pas 100% sécurisées, qui balancent... Et le patron... Bon, alors, le patron de Atlantic, il est dans le collimateur, le journal aussi, des Trumpistes, mais il ne cite pas l'élément le plus important qu'il a, lui, qui est le nom de cet agent secret ou de cette agente, on croit comprendre que c'est une femme de la CIA, qui est très impliquée. Donc, moi, je pense que il y a de l'hubris, il y a aussi un président qui, je ne veux pas redire ça, mais qui a l'âge qu'il a, qui a le mental qu'il a. Et est-ce qu'il dirige vraiment sa maison ? C'est ce que révèlent ces discussions, Antoine Mariotti, au-delà effectivement de la question de sécurité en tant que telle, le mode de gouvernance actuellement à Washington, que d'aucuns dépeignent comme quasi dictatorial, le risque d'une dérive liée aux errements d'un homme seul. Or, en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est au contraire l'entourage qui semble avoir son propre agenda et des libertés presque inédites. C'est surtout que ils se sentent tout puissants parce qu'ils sont tous dans une allégeance folle à Donald Trump. Et moi, je rejoins sur le côté, il n'y a pas de pilote dans l'avion un petit peu. Et en même temps, c'est surtout, je trouve, le résultat quand on cherche l'allégeance plutôt que la compétence, quand on forme ses équipes. Et par exemple, le secrétaire à la Défense était un présentateur télé avant. C'est comme si demain, vous êtes nommé ministre de la Défense d'Emmanuel Macron. Je ne le souhaite pas. Même si vous avez fait je le souhaite à personne. Même si vous avez fait le service militaire ou autre. Bon, et c'est comme ça partout, avec une volonté de démanteler partout. Donc, il n'y a plus le cadre qu'il y avait et que l'on passe de républicain à démocrate ou autre. Mais sinon, ils disent d'ailleurs dans le groupe, il y a le feu vert du président. Donc derrière, ils en discutent. Il y a Vance qui émet à un moment donné, qui dit, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, si vous êtes tous d'accord, je vous suis, parce que ça va arranger les Européens, parce qu'ils ont plus de commerce dans cette zone-là que nous. Donc, persuadé que le peuple le suivra, quoi qu'il arrive, du fait du culte de la personnalité généré par l'homme d'en haut. Oui, et puis c'est le bulletproof Trump dont on avait parlé pendant la campagne. C'est-à-dire que presque aucun scandale ne l'atteint réellement. Du coup, ils se sentent complètement libres. Oui. Ce qui est fou quand même, c'est on parlait d'une Amérique qui avait des contre-pouvoirs, etc. On ne les sent pas. Il y a quand même des choses absolument aberrantes qui se passent. L'avion qui est parti au Salvador avec 140 personnes dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont des criminels, pas des criminels, s'ils avaient des papiers, ils n'avaient pas des papiers. Un juge qui bloque, on l'envoie balader. Oui, mais au point où le Venezuela finit par céder. Il a réaccepté sur son sol ses ressortissants dont il ne voulait pas au départ. Oui, mais enfin, je veux dire, moi, le Venezuela sous pression, mais ce qui m'intrigue, et on l'a dit sur ce plateau, le risque majeur pour nous autres, c'est, je trouve, plus le démantèlement de l'état de droit et de la démocratie américaine, parce que ça peut avoir des implications qui vont bien au-delà de leur propre village. Et autre illustration, puisqu'on l'a dit, présent dans cette conversation, le vice-président J.D. Vance s'est fait remarquer par une sortie très virulente contre l'Europe, à nouveau accusé de tirer profit des États-Unis. Un J.D. Vance décidément omniprésent au sein de cette administration sur les dossiers internationaux, puisqu'il semble partager également l'obsession groenlandaise de Donald Trump. Il se rendra sur place vendredi. Les détails avec Ali Doussi. Un changement de programme et une nouvelle crise diplomatique évitée de justesse. Lundi, la Maison-Blanche annonçait la visite au Groenland d'une délégation comprenant des responsables américains, accompagnée d'Usha Vance, l'épouse du vice-président. Une annonce vécue comme une provocation de plus pour Copenhague. Pour calmer le jeu, J.D. Vance a indiqué que ce déplacement se limiterait uniquement à la base spatiale américaine de Pituffik. Vous savez, il y avait tant d'excitation autour de la visite d'Usha au Groenland vendredi que j'ai décidé que je ne voulais pas la laisser s'amuser toute seule, et je me joindrai donc à elle. Je vais rendre visite à certains de nos employés de la Space Force sur la côte nord-ouest du Groenland, et je vais aussi voir ce qui se passe au niveau de la sécurité au Groenland. Un rétropédalage salué ce mercredi par le ministre danois des Affaires étrangères. Je pense qu'il est très positif que les Américains annulent leur visite auprès de la société groenlandaise. À la place, ils visiteront leur propre base, Pituffik, et nous n'avons rien contre. Un rétropédalage refroidi par les dernières déclarations de Donald Trump, qui a réitéré mercredi ses ambitions sur le Groenland. Territoire danois autonome depuis 1979, la plus grande île du monde attire les convoitises en raison de son emplacement stratégique et de ses ressources en minerais. Peu après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré vouloir annexer le Groenland, jusqu'à évoquer même l'emploi de la force. Nul doute que cette nouvelle polémique vient refroidir un peu plus les relations entre Washington et Copenhague.
Voilà, il n'en démord pas. Il l'a dit effectivement aujourd'hui. Je n'aime pas le dire comme ça, mais il va nous falloir prendre possession du Groenland comme si c'était une fatalité. Antoine Mariotti, c'est sérieux ? Oui, il dit nous en avons besoin pour la sécurité internationale, nous en avons besoin, il nous le faut absolument, on dirait un enfant avec un paquet de bonbons, il me faut absolument ça. Et voilà, il dit c'est tant d'un point de vue défensif qu'offensif. On sait aussi d'ailleurs que du côté du Groenland, il y a des, en tout cas supposées, richesses minérales qui pourraient être importantes et très inexploitées, qui l'intéressent. C'est aussi une base, on vient de l'entendre, pour toutes les affaires spatiales, disons, pour les États-Unis, donc ça reste important. Et puis surtout, il voit qu'il n'y a pas une distance folle. Et quand il a commencé à en parler en début d'année, au moment où il est arrivé à la Maison-Blanche, on a tous été un peu surpris, rappelez-vous, de dire tiens, les Européens ne disent rien, pourquoi il n'y a pas de réaction ? Et en fait, on a appris par plusieurs sources européennes que c'est la première ministre du Danemark qui avait demandé à tout le monde, justement, à la Commission, mais aussi au Parlement européen et à tous les chefs d'État et de gouvernement européens, de ne rien dire, de ne surtout pas faire monter la sauce parce qu'elle avait peur que ça engrange la chose, et comme il est un peu susceptible, qu'il parte au quart de tour. Bon, on se rend compte que finalement, ce n'est pas passé pour autant. Donc là, elle dit très clairement, il est hors de question pour nous d'annuler. Pour autant, ça n'empêche pas d'envisager publiquement de recommander des avions de chasse F-35 américains, alors ce qui pourrait être un levier. Et sa ministre de la Défense qui dit, évidemment qu'on n'est pas content de voir l'administration américaine parler comme ça, mais on ne peut pas faire voler en éclats 75 ans de relations avec un allié aussi important pour ça. Et autrement dit, le Danemark ne peut pas se le permettre. Vous le croyez prêt à redécider les frontières? Et si oui, a-t-il les moyens de le faire? Est-ce comme ça qu'il faut interpréter la visite de J.D. Vance vendredi au Groenland, Ziad Imam? Encore une fois, je n'arrive pas à savoir, est-ce que J.D. Vance fonctionne tout seul? Est-ce qu'il est missionné? Est-ce qu'il a la confiance absolue du président qui dit vas-y? Parce que le rétropédalage, et puis après le président dit mais de toute façon, one way or another, d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui a mis le feu aux poudres aujourd'hui, on le prendra. Donc encore une fois, j'ai un problème sur la séquence des événements. Sur la volonté, je pense que c'est très clair. On n'avait pas lu ces textes avant, mais qui lit des textes de Trump, mais on n'avait pas lu ces textes avant, donc je pense que l'obsession groenlandaise, et qui ne doit pas être absente non plus de l'appareil militaire américain. C'est-à-dire, c'est pas non plus complètement, c'est pas complètement zinzin. Juste de l'esprit malade. Non, c'est clairement, si c'était possible, c'est sur le chemin des éventuels missiles russes, c'est des bases d'écoute sur tout l'Arctique, donc forcément de l'autre côté, encore une fois, la Russie. C'est un moyen aussi d'encercler un peu les Canadiens qui les énervent un peu. Bon, donc il y a toutes sortes de raisons, les mines, si jamais il y en a, etc. Il y a deux obstacles, c'est les Groenlandais eux-mêmes qui ont voté il n'y a pas longtemps et qui ont qui ont apporté une majorité qui est contre la question. Et deuxièmement, la question européenne. Et là, on voit, et on va y arriver dans le deuxième sujet, c'est-à-dire que on voit très bien que les Européens n'ont pas de politique aujourd'hui américaine parce qu'on tombe du 85e étage. Et la première ministre qui dit on va faire gaffe, on ne va pas mettre le feu. Oui, bah ça c'est le truc qu'on a appris à États-Unis 101 il y a 15 jours. Il ne faut pas mettre le feu, il ne faut pas le bousculer. Résultat, il vous roule dessus. Donc, alors finalement, il faut que ce soit d'accord. Mais c'est des enjeux existentiels pour nous. Si on lâche le Danemark sur cette histoire, pourquoi on ne lâcherait pas demain les Lituaniens et pourquoi on ne lâcherait pas demain je ne sais pas qui? Donc, on a besoin de cohérence, mais comme on est pris dans la lessiveuse, qu'on n'arrive pas à avoir ce temps de réflexion stratégique, et on va en parler sur l'Ukraine, on n'arrive pas à suivre avec une équipe qui est totalement désinhibée, avec des limites, puisqu'ils ont dû se rendre compte que de faire balader le vice-président à cette course de chien de traîneau, il pouvait y avoir des réactions négatives des Groenlandais eux-mêmes qui avaient exprimé leur volonté de ne pas les avoir, et donc quelques Groenlandais pouvaient mettre en danger la toute-puissance de l'exécutif américain. Donc ça aussi, c'est pas inintéressant. On a trouvé qu'il peut y arriver, finalement. On en vient justement à l'avenue, donc ici à Paris, de Volodymyr Zelensky. Deuxième visite en l'espace de 3 mois. La dernière, c'était pour la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, en présence de Donald Trump, qui n'était encore que président élu et pas encore en fonction aux États-Unis, autant dire des années-lumière maintenant. Pas d'unité transatlantique, cette fois la méfiance est de mise entre alliés. On part faire le point avec Julie Dungeloff à l'Elysée. On est à la veille d'une réunion cruciale puisqu'un certain nombre de pays doivent demain établir avec la France quelles seraient d'éventuelles garanties de sécurité qui pourraient être données à l'Ukraine en cas
de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron vient d'appeler la Russie à engager de manière imminente et surtout de manière durable. Oui, un cessez-le-feu inconditionnel, surtout suite vraiment aux déclarations qui ont été faites hier par l'administration russe sur le cessez-le-feu en mer Noire qui se voulait inconditionnel côté ukrainien, inconditionnel du côté américain et finalement conditionné à une levée de sanctions du côté russe. Et durant cette conférence de presse qui ont tenu mutuellement le président Volodymyr Zelensky et le président Emmanuel Macron, il a surtout été question de ce qui sera discuté demain, qui va s'articuler autour de 4 axes, notamment d'une aide immédiate à l'Ukraine dans le contexte actuel d'agression russe qui perdure. Et la France a annoncé qu'une nouvelle aide de 2 milliards d'euros serait débloquée, qui permettra notamment la livraison de nouvelles armes. Il a été également question, vous le disiez Raphaël, de ce cessez-le-feu. J'insiste sur le fait que le président Emmanuel Macron a insisté sur le fait que ce cessez-le-feu devait être inconditionnel et qu'il fallait en dessiner les contours avec cette coalition des volontaires de l'Ukraine. Ensuite, il a été question de l'aide à l'Ukraine dans la durée. Là, le président Emmanuel Macron a insisté sur le fait que l'armée ukrainienne était aujourd'hui la plus grande armée d'Europe et qu'il fallait continuer à la soutenir dans la durée en cas d'installation d'un cessez-le-feu durable pour empêcher que la Russie puisse procéder à de nouvelles invasions, à de nouvelles incursions sur le territoire russe. Enfin, il a été question, et c'est probablement cela qui fera le plus polémique et qui divisera le plus les partenaires de l'Ukraine demain, de cette force de réassurance proposée par le Royaume-Uni et par la France. Il s'agit d'une force non combattante. Emmanuel Macron en a dessiné un peu les contours ce soir davantage. Il s'agirait d'une force européenne de volontaires qui ne serait pas en première ligne mais en seconde ligne, peut-être positionnée dans les grandes villes ukrainiennes en soutien, en appui de l'armée ukrainienne et qui ne répliquerait qu'en cas de nouvelle agression de la Russie sur l'Ukraine. La Russie n'aura pas le droit de regard sur le soutien que nous apporterons à l'Ukraine, a insisté Emmanuel Macron. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a plaidé une nouvelle fois sur un nouveau train de sanctions à imposer aux Russes dans ce contexte de violentes agressions sur le territoire ukrainien. Merci beaucoup Julie Dungeloff qui était en direct de l'Elysée pour suivre justement cette conférence de presse commune Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. On est à 8 minutes maintenant de l'entretien qu'accorde Volodymyr Zelensky à la télévision française. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. Un mot, Antoine Mariotti, c'est là, ce soir, demain, dans les prochaines heures en tout cas, qu'après peut-être les câlins de Washington, l'Europe est chargée de mettre les roadblocks, les blocs de béton sur la route des Russes en direction de l'Ukraine. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, on est en plein dans des négociations. Pour la première fois, finalement, depuis 3 ans, il y a des réelles négociations lancées par les États-Unis. Mais une négociation diplomatique, ça se joue toujours sur un rapport de force. Et donc, Volodymyr Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron tout à l'heure, a rappelé que, selon lui, seule la diplomatie basée sur la force pouvait être efficace. Et il a dit, je cite, dans une petite pique cachée à Trump avec un sourire en coin, nous espérons que les États-Unis auront suffisamment de force pour imposer ce cessez-le-feu à la Russie. Et Emmanuel Macron a renchaîné sur ce sujet-là en disant qu'il adhérait à ce concept de paix par la force, comme Donald Trump. Et comme il est cohérent, dit-il, je le connais, je lui ai parlé quasi quotidiennement ces derniers jours, eh bien la paix par la force n'est pas commencée par lever les sanctions. Et là aussi, on a eu le droit à un petit sourire en coin. Il faut adopter un ton offensif ce soir et demain, surtout face à la Russie et peut-être aussi face à Washington, être des alliés exigeants. Ziad Limam. On n'est pas non plus Superman. Je veux dire, un ton exigeant par rapport à la Russie et par rapport à Washington. On voit bien, encore une fois, l'extrême complexité d'être européen aujourd'hui. D'abord, on n'est pas totalement d'accord tous sur quel type de force. Il y a des gens en Europe de l'Est, je pense à la Hongrie en particulier, qui seraient probablement des empêcheurs de tourner en rond. Il y a des gens qui sont plus proches. Il y a les Polonais qui ont une préoccupation plus directe de défense, j'allais dire, existentielle. Donc bon, tout ça, c'est pas réglé. Et ce qui n'est pas réglé surtout, c'est qu'on pensait que la magie trumpienne allait opérer comme ça sur Moscou. Mais Moscou, ils sont en position de force. Et on voit très bien qu'on est au tout début d'un processus. On annonce une trêve en mer Noire, et dès le lendemain, les Russes disent « Ah oui, mais s'il faut remettre SWIFT, il faut enlever les sanctions, etc. » Et ils sont très à l'aise. C'est-à-dire, on ne les sent pas du tout dans une contrainte et dans un stress de signer en bas du papier. Donc je pense qu'on est au tout début
d'un processus extrêmement complexe. Et c'est un homme face à ce processus complexe, puisque c'est la vie de son pays qui en dépend, qui va répondre dans un instant aux questions de nos confrères de France 2. Un entretien à suivre en direct sur France 24 d'ici un peu moins de 6 minutes maintenant. Volodymyr Zelensky qui répondra aux questions de Caroline Roux. Restez avec nous sur France 24. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.